Pour ceux qui ne me connaissent pas, mes proches m'appellent Abou. Mais on me connaît aussi sous le pseudonyme d'Abou de Beng, artiste et producteur. Et depuis peu, Abou Kamara est le fou qui a pris la décision de rentrer dans la cage contre toute attente. Mais très peu savent pourquoi. Très peu me comprennent et très peu l'acceptent. Mais au final, qui me connaît? D'où on vient, on nous prépare dès le plus jeune âge. J'ai été initié et formé par des légendes. Raconter notre histoire, c'est mon combat. Quand j'ai appris que ma mère elle était malade, quelque part, je savais qu'un jour j'allais devoir prendre une décision. À ce moment-là, je pense que tu as besoin de couper. Et Abou a eu besoin de couper. Dis-toi, Abou, lui et moi, on ne s'est pas parlé quelques mois par rapport à ça. Parce qu'il avait besoin, je pense, de prendre du recul et de se concentrer sur lui, d'être avec sa mère, d'être avec sa famille, tu vois. Ça l'a profondément marqué, forcément, parce qu'en plus, je sais à quel point il aime sa mère. Et bah, à ce moment-là, il avait besoin d'Haroun. Et il était avec Haroun tout le temps, tu vois. Au début, on était à Dubaï. On passait nos journées tranquillement. Dubaï, quoi. Quelques jours après, on devait monter sur Paris pour le mariage d'un proche. Donc, 2 jours avant, exactement, la sœur Abou lui envoie un message. Elle me détaille tout. Tout. Je ne peux pas tout expliquer parce que c'est l'intimité de ma mère, de ma famille. C'est personnel, mais c'est grave. Et à ce moment, je suis choqué. Mais je suis au mariage. Qui dit mariage, dit grande famille. Oncle, tante, cousin, cousine, nièce, neveu, ami. Le lendemain, on repart à Dubaï. Jusque-là, il me dit toujours rien. Ma petite sœur, elle m'envoie un message, elle me dit, je vais te dire la vérité. Là, l'état de maman, ça ne va pas du tout. Elle a des problèmes respiratoires. Et il pense à ce qu'elle soit intubée. Donc, on arrive à Dubaï, on pose les valises, on va sur le balcon, on commence à parler. Il me dit, mon ref, là, ma mère, ça va pas. Je reçois un message de ma petite sœur qui me dit, il faut que tu réponds urgent au docteur. Je comprends qu'il y a un problème. Et ils me disent à ce moment, ils m'expliquent qu'en fait, au vu de l'état de ma mère, il va peut-être falloir qu'elle soit placée dans le coma. Je dis, mais hier, ma sœur, elle m'a parlé d'intubation. Ils me disent, ben c'est ça en fait. Je pense qu'on peut trouver une autre solution peut-être. Et ils me disent, en fait, monsieur, on va être clair. Si ce soir, votre mère ait fait un arrêt cardiaque, on ne pourra pas la réanimer au vu de son état. On y est à ce truc qu'on redoute tous. La perte d'un de nos parents. Donc à ce moment, je me dis, ok, j'accepte. Je dis, ok, placez-la sous coma artificiel et j'arrive. On arrive à l'aéroport, on monte dans l'avion. Donc le voyage se passe, on arrive en Thaïlande, on va à l'hôtel, de là sa sœur nous attend. Ma sœur, elle nous explique tout, elle nous détaille tous les voyages, comme quoi quand elle était en Thaïlande, elle est retournée toute seule en Chine. De la Chine, elle est revenue en Thaïlande. De la Thaïlande, ils ont essayé de prendre un vol. Eux, ils voient que l'état se dégrade, donc ils veulent faire quoi? Pas rester en Thaïlande et fuir. Enfin, fuir, quand je dis fuir, c'est retourner en France, tu vois. Mais au vu de l'état de santé de ma mère et de sa fiche médicale, ils les ont
je ne vais pas dire déportés, mais ils les ont sortis de l'avion parce qu'ils lui ont dit que si elle voyageait dans cet état, elle allait mourir. Retour à la case départ. Et en vérité, c'est à ce moment-là qu'elle m'avait appelé. Donc on se dirige vers l'hôpital et plus on avance vers l'hôpital et plus la tension elle monte. Nous on n'est pas préparé à ce qu'on va voir, en vrai. T'as vu, on se prépare mais on n'est pas prêt. Personne n'est prêt. On le dit qu'on est prêt, mais on n'est jamais réellement prêt. J'arrive, elle est placée dans un service, on ne peut pas avoir contact avec elle. Chambre, vitre, sa mère allongée. Je vois une vitre, je vois des câbles. Je n'ai jamais vu autant de câbles de ma vie. C'était pire qu'une centrale électrique, le truc. Des câbles, des câbles, des câbles, des câbles, des box, des machines, des box, des machines, des nombres, des courbes. Je me dis, on est où? Et ma mère allongée. On ne peut pas rentrer dans la chambre, on ne peut pas rentrer dans la pièce, il y a un interphone pour parler. Ils disent, mais vous pouvez lui parler. Et à ce moment, tu te dis, mais en vérité, c'est ça que j'ai vu toute ma vie dans les films où que les gens, ils me disaient quand ils parlaient aux gens qui étaient dans le coma. Et je me dis, mais est-ce que je vais parler? Elle ne va pas m'entendre. Elle ne peut pas m'entendre. Et après, je me dis, non, vas-y, parle. On ne sait jamais, tu vois. Peut-être que, comme par miracle, tu vois, tu vas créer une réaction et je parle, maman, ça va, on est là, truc. Si tu m'entends, bouge. Voilà le premier jour. Le troisième jour, on arrive, et là, le médecin, il nous explique qu'elle a attrapé un virus. Écoute bien, elle a attrapé un virus que seul, genre, c'est comme si je te dis, une personne sur 1 million pouvait l'attraper. On nous informe qu'ils ont trouvé 4 autres maladies, ce qui au final fait qu'elle a 5 traitements. On arrive, on se dirige vers le service, etc. Chambre vide. Elle est où ma mère, wesh? Elle est plus là. Ah. Moi, je pense au pire. Je te dis la vérité, quand il y a un patient dans une chambre, tu arrives le lendemain, il n'est plus dans la chambre, automatiquement, tu réfléchis à quoi? Bon, là, je ne cherche pas à comprendre. Déjà, on me dit que ça va mieux, parce que quand je vois la chambre vide, vous savez à quoi je pense. Elle est là, elle n'est plus là. Tout le monde aurait pensé à ça, non? Donc là, elle est à moitié consciente, à moitié endormie. Terrible pour nous. Ces nouvelles, on est content. Abou, il essaie de parler avec elle. C'est-à-dire, elle est là, elle le regarde, mais elle ne peut pas parler, elle n'a pas la force, tu vois. Je lui parle. J'essaie de lui dire, bouge ta main. Elle bouge, ça va, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Et elle fait des trucs comme ça, mais elle est attachée. Parce qu'ils ont peur que pendant son sommeil, elle fasse quelque chose. Elle gigote un peu, etc. Il se dit, non, il y a un truc qui dérange. Maman, il y a quoi? Maman, il y a un truc qui dérange. Maman, si, mais on ne peut pas rentrer. Et elle me fait ça. Je dis, tu veux écrire? Elle me dit oui. Je dis, ramenez-lui un stylo. Elle écrit un truc, je le jure devant Dieu, ce n'est pas... Je vais essayer de retrouver la photo. Ce n'est pas une écriture normale, c'est des hiéroglyphes. J'ai pris le papier, sa sœur a pris le papier. C'est comme si je te dis, un médecin, il te fait une ordonnance, c'est illisible. Bah là, c'est puissance 10. Abou prend le papier, retourne ça dans tous les sens. Tout le monde lit le mot. Ma sœur, Haroun, est médecin, personne ne comprend. Je lis le mot, je me concentre. J'essaie de me souvenir des mots qu'elle écrivait dans mon bulletin quand j'étais petit et tout, les écritures. Ah, ok, ah. Il y a un problème avec son tuyau. Je lui dis, t'as un problème avec ton tuyau? Elle bouge. Donc ils regardent, elle avait un problème avec le tuyau. Bon, bref. Elle reprend ses esprits petit à petit jusqu'à, on va dire, la sortie. Mais c'est tellement long, il y a tellement d'anecdotes, tellement de trucs. Même quand elle sort de l'hôpital, elle doit retourner à l'hôpital. Elle ne veut plus retourner à l'hôpital. Là, elle commence à bouder. Elle ne veut plus revivre ça. C'est trop dur pour elle. Mais au final, je trouve les mots, je la raisonne. C'est l'enfant qui raisonne la mère. Elle retourne à l'hôpital. Après truc, jusqu'à son retour. Et voilà dans quoi j'étais.
producteur, c'est saison allez, 1, institut. Après, saison 2, sortie de prison. Saison 3, backer, nanana. Saison 4, chanteur et tout, nanana. Saison 5, producteur. Saison 5. DeBang, c'est un excellent producteur, un meilleur producteur que moi-même. Moi, honnêtement, je ne suis pas très fan de la production. J'aime bien être joueur. J'aime pas trop être coach. C'est pas mon délire. Moi, je suis pas étonné de voir des années après, DeBang devenir producteur ou réalisateur. Moi, je préfère Abou en tant que producteur que, par exemple, un rappeur. Tu vois ce que je veux dire, comme artiste. Ça reste un très bon artiste, mais niveau businessman, entrepreneur, producteur, on ne parle pas avec lui. Alors, les gens, ils vont voir le côté business. Oui, il y a du business. Mais s'occuper d'artistes, d'autres artistes, surtout quand on est soi-même artiste, moi, je le sais, je suis bien placé parce que j'en ai produit aussi. Quand je suis dans Noir Désir, dans Négritude, produire NASA, Que Black, etc., c'est une autre énergie. Je prends de la mienne pour en donner à d'autres et tout. Et c'est quelqu'un qui sait se mettre à 100% à la place de l'artiste et qui sait donner le 100% pour l'artiste. Il va écrire pour toi, il va faire les clips pour toi. S'il pouvait même faire la chorégraphie ou s'habiller à ta place, etc., il le ferait tellement il est investi dans sa mission de producteur. Force est de constater qu'il a eu la vision, il a eu du nez. Parce que c'est une artiste qui fonctionne très bien. Et forcément, et en plus, ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'il n'avait pas une grande expérience. C'était une nouvelle expérience pour lui. Il a jeté son dévolu sur une jeune artiste provenant de Sevran. Paraît risqué. Mais son audace lui a permis et nous a prouvé que finalement, il fallait aller au bout de ses pensées, au bout de ses rêves. Il arrive un moment où le Watibé ne veut plus travailler avec moi. De ce fait, je dois continuer à survivre. Je continue la musique. Je suis en pleine inspiration. Juste après le morceau tombé sur elle, je suis en pleine fulgurance. Je crée le label Fulguprod. Le premier artiste signé, évidemment, c'est Abou DeBang. Je parlais avec une fille sur les réseaux, je regardais ce qu'elle faisait, elle m'intéressait, Imenes. Je lui propose de travailler avec moi, elle accepte. Directement, on signe ensemble, on travaille. Et Imen, sincèrement, je ne veux pas m'éterniser sur elle, mais c'est une personne unique par son côté émotionnel. Et c'est ce qu'elle retransmet dans sa musique. Et c'est ce que j'ai toujours voulu que les gens voient d'elle. Je ne voulais pas qu'elle soit vue comme une artiste qui ne parle de rien. Pour son public. Son public croit en elle. Les autres, ce n'est pas sa cible. C'est tout ce que je voulais. Et on a réussi. Imenes a été un pari risqué. J'étais encore artiste, je n'y connaissais rien à la production. C'est devenu une figure incontournable de la scène féminine en France. Voilà ce qu'est Fulguprod en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Donc à cette époque-là, en 2018, moi je venais de lancer ma marque l'Ascension pour les jeunes entrepreneurs issus des minorités justement. Et je voyais justement qu'il avait repris Imenes. Donc moi après, c'est un an après que je l'ai un peu imité. Et moi aussi je me suis lancé dans la production du coup avec Weshden. Et dans les débuts de ma carrière avec Weshden,
Abou m'inspirait parce que c'était un peu le même cadre, tu vois. Donc, on regardait les clips du Ménez, je m'en souviens à l'ancienne, et je disais, ah ouais, c'est bien si on fait des trucs, voilà, c'était stylé un peu. Donc, il m'avait motivé dans l'esprit de producteur, vraiment. Il me taillait de fou. Tous les jours de sa vie, il me taillait. Ouais, tu fais des sons pour les meufs, t'es un ouf et tout, machin. Et j'écrivais aussi pour des meufs. Et là, qu'ils me disent, je vais produire une meuf. Donc, du coup, nous, comme on aime bien se tailler, je dis, ah, tu vois, tac, t'es en retard, machin, bref, on se taille. Mais je sentais qu'il était sérieux. Et je me disais, ah ouais, ouf, ok, il est chaud. Et au final, ouais, il m'a bluffé parce que ça a marché direct. Ça a marché direct. Déjà, il a eu le flair de prendre la bonne artiste. Et quand je dis bonne artiste, c'est pas qu'en termes de talent. C'est en termes d'osmose qu'il a pu avoir avec elle. Et franchement, chapeau, j'ai kiffé regarder ça de loin en plus. Sur les premiers projets d'Imenes, ce qui me parvenait, ce que j'entendais, tu sens quand même l'écriture d'un rappeur. C'est un peu comme à l'époque quand Abdelmalik, les chansons qu'il écrivait pour Wallen. Tu sens quand même, tu sens la street quand même. C'est-à-dire que la fille se veut quand même glamour, tu vois. Elle a sa voix, qui est une vraie voix de chanteuse et tout, mais tu sens quand même la street et tout. À l'époque, Marie J. Blige, qui traînait avec les Biggie, et donc du coup, ça leur donne une identité rap dans leurs paroles, même si c'est une voix de chanteuse. Et donc, ouais, il a... Je sais pas si c'était une vision de sa part, mais en tout cas, ça a payé. Tu sais, une fois que tu es lancé dans le match, tu es dans le match. Tu fais un autre match. Donc, pour moi, c'est pas un défi de plus. Tu fais ton match, tu t'enchaînes. Tu sais, la production, c'est beaucoup du loto. Combien j'ai d'artistes et combien ont pété. C'est pas facile, tu vois. J'ai assez d'inspi pour m'occuper de 4-5 artistes en même temps. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai préféré me focus sur ce que j'avais devant moi. J'ai eu des opportunités que je n'ai pas saisies jusqu'au moment où on me fait rencontrer Jungly par le biais de Imenes, par le biais de son ex-mari à l'époque. Et là, j'ai un coup de cœur artistique pour ce petit qui a 14 ans à l'époque. Et lui, ça s'est passé très vite. On l'a rencontré, on a fait des séances studio, il déborde de talent. On a sorti un single qui s'appelle « À moi ». 3 semaines après, on sort le morceau « Petit Génie ». 1 an après, c'est un des morceaux les plus écoutés de toute l'histoire de la musique française. Et c'est un morceau qu'on a fait en famille, parce que dessus, il y a Abou Debeng en tant qu'artiste, il y a Imenes qui est mon artiste, il y a Jungly que je coproduis, avec Alonso qui est aussi dans la coproduction. On le produit à plusieurs, le label Next Generation, le label Fulguprod et le label 2054. 1 an après, c'est le morceau qui est resté le plus de semaines numéro 1 des charts de l'histoire de la musique française à cette époque. On a défié tous les records. Les palmarès, ils sont derrière. Le prix SDRM de la SACEM, prix des Flammes pour morceau à inspiration africaine de l'année et les Energy Music Awards pour le morceau social hit de l'année. On a tout remporté littéralement en 2024. Je pense que tous ceux qui sont chez nous avaient les épaules pour écrire. Pour les gens, tu sais, même les gens pour qui il écrivait ou pour qui j'écrivais, ils n'avaient pas forcément besoin de nous, ils pouvaient très bien écrire aussi. Gims sortait d'un groupe, Black M sortait d'un groupe, et il sortait de 10 ans de groupe. Donc, quand tu sors d'un groupe, tu ne fais qu'un couplet à chaque fois. Là, on te demande d'en faire 2 ou 3. Donc, c'est une autre réflexion, c'est un autre souffle, etc. Ils auraient pu très bien écrire tous leurs sons seuls, mais ça leur fait du bien de voir leurs co-écrivains, leurs coéquipiers venir écrire avec eux. Ça leur rappelle un peu leur groupe. Ils sont toujours dans leur repère et ils peuvent continuer comme ça, tu vois. Un morceau comme Je garde le sourire, que les gens ils aiment beaucoup, tu vois, de Black M, qui est considéré comme l'un des classiques de Black M. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Ce morceau, je l'ai écrit avec Abou Debeng. Il m'a beaucoup aidé sur l'écriture. Et ça prouve son côté talentueux en termes d'écriture et de rap.
Et même les mélodies, il était là, je me rappelle. Ouais, j'avoue que ça fait mal. Pleure jusqu'à demain. Ça fait mal. Chacun son tour dans le mal. Pleure-moi jusqu'à demain. Numéro de ton Fontaine. Ça fait mal. Chacun son tour. Numéro de ton Fontaine. Ça fait mal. Chacun son tour. Numéro de ton Fontaine. Ça fait mal. Chacun son tour dans le mal. Pleure-moi jusqu'à demain. Je serai satisfait quand ta bouche sera salée. Stop, Dodge, j'en ai. Ça fait mal. 15 son tour dans le mal. Pleure-moi jusqu'à demain. Tes entours dans le tas. Et trouve la fin. Tes entours dans le mal. Pleure-moi jusqu'à demain. C'est qu'importe. Numéro de ton Fontaine. Ça fait mal. Chacun son tour dans le mal. Pleure-moi jusqu'à demain. Pleure-moi jusqu'à ton Fontaine. Ça fait mal. Chacun son tour dans le mal. Pleure-moi jusqu'à demain. Je serai satisfait quand ta bouche sera salée. Je me rappelle, au début, il voulait juste perdre du poids. Etc. Et donc, il faisait de la boxe. Et demain, il a une facilité à perdre du poids de ouf. Facilement, en un mois, il se métamorphose. Et après, il commençait à me parler de sport de combat, etc. Et après, il a commencé à rentrer un peu plus dans le MMA. Et donc, il kiffait ça et tout, machin, etc. Et ça devenait vraiment, sincèrement, une vraie passion. Comme quand il allait au studio et qu'il sortait du studio, il me faisait écouter des sons et tout. Il me disait, hey, regarde, là, j'ai fait un nouveau son, je kiffe et tout, machin, etc. Je voyais qu'il commençait à kiffer vraiment pareil, genre. Il fait. Et il commence à doucement me parler de choses et tout. Il me dit pas vraiment, ouais, t'en penses quoi et tout, machin, etc. Parce que au début, on rigolait et tout, machin, etc. Après, moi, je vois qu'on dirait qu'il est sérieux. Je dis, mais en fait, c'est quoi, tu veux combattre sincèrement, là, genre? Ça partait de blagues et tout, machin, etc. Voilà, tu veux combattre sincèrement, tu vas aller dans la cage. Il dit, mais toi, tu dirais quoi, toi, si je vais dans la cage et tout? Et directement, je lui ai dit, mon gars, nous, on est ensemble, on est une équipe et tout, machin, etc. Et nous, on est des gagnants. Voilà, si tu vas, c'est pas pour aller manger un KO. C'est ça que je lui dis. Je lui dis, si tu vas, entraîne-toi de fou malade, mais prends pas de KO. Nous, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça et tout, machin, etc. Et c'est parti de là. Là, on a commencé à parler sérieux. Ok, il faut que machin. Il a commencé à faire ses entraînements avec Mehdi, des entraînements spécifiques. Je m'appelle Mehdi Ben Lagdar, j'ai 35 ans, je suis combattant de MMA professionnel avec un record de 8 victoires et une défaite et un nul. J'ai découvert le MMA en 2017 et depuis, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché et ça a été un coup de foudre, cette discipline. Ouais. Au départ, quand on s'entraîne avec Abou, on fait de la boxe. Il fait de la boxe. Et le MMA, je lui en parle, mais il faisait déjà de la boxe. Donc en fait, là, je lui parlais un langage qu'il comprenait, mais qu'il ne voulait pas trop parler. Non, moi j'aime bien la boxe, je kiffe mon truc, viens, on fait ça, tu vois. Il faisait ça au départ pour avoir une activité sportive. Mais petit à petit, je sens que j'ai l'impression qu'il est à la recherche de la performance. Comme un combattant. C'est une anecdote comme ça, je lui dis, on va aller au dojo. Et c'est une salle à Villejuif qui s'appelle la Team Sambo Fighter. Et tous les samedis, pendant 2 heures, c'est sparring. Il me dit, mais tu crois que j'ai le niveau? Je dis, bah en vrai, c'est le meilleur moyen de savoir si on a le niveau. Viens, on y va. Donc je m'appelle Taylor Lapillus, combattant professionnel de MMA et actuellement sous contrat avec le PFL. Premier vrai sparring, avec donc Nassim, c'était un athlète qui avait à la salle, qui pratiquait déjà depuis un moment, qui était un élève aussi de Mehdi depuis un moment. Et quand moi je vois l'opposition, je me dis c'est un peu déséquilibré, quoi. Pourquoi Mehdi il a fait ça? Enfin, ça va pas le faire pour Abou. Et écoute, quand j'ai vu le sparring, on a été obligé de dire doucement à Abou. Tu vois. Donc c'était, moi je suis un peu tombé de ma chaise ce jour-là. Et je me suis dit, en fait, il y a un vrai truc, quoi, parce que je pensais qu'il allait se faire rouler dessus, et finalement, non. C'est lui qui lui a roulé dessus. Au final, ça s'est trop bien passé. Ça s'est trop bien passé.
Et quand on sort, on est sur le parking, il me dit putain, j'ai kiffé et tout, c'était trop bien et tout, mais lui, c'était qui? Et du coup, il veut se situer. Et du coup, je lui dis, il me dit, c'était qui lui, avec qui j'ai tourné? Je lui dis, bah, ce gars-là, il s'appelle Zakaria Amou. Et Zakaria Amou, il est combattant, enfin, il va, à l'époque, il va bientôt passer pro. C'est un des meilleurs prospects amateurs français. Ah, ok, j'ai tourné avec lui. Ah ouais, il est fort et tout, machin, etc. Alors, moi, c'est Zakaria Amou. On m'appelle Tarzan, c'est mon surnom de combattant. J'ai 24 ans, je suis combattant professionnel de MMA. Je combats à Arès. Et je suis l'ami de Abou de Beng. Abou, on s'est rencontrés. Enfin, on s'est croisés un jour. Une sorte de sparring général avec plein de combattants qui viennent de partout. Et moi, je le connaissais de nom, tu vois. Je savais pas que c'était le pote de Mehdi. Et après, j'étais venu un jour à Unlock pour tourner. On est parti manger après, ça a tout de suite collé. Après, on s'est gardé en contact. On avait fait des sparring ensemble notamment, donc on a fait plusieurs entraînements ensemble. Mais il y a un sparring en fait où là vraiment, ce qui a attiré mon attention. Et en fait, j'ai trouvé bien. C'est-à-dire qu'il avait des bons réflexes, les bonnes défenses. À un moment, j'essaie de le lutter. Les défenses qu'il met en place, elles sont bonnes. Tu vois, je force le talent pour pouvoir l'emmener au sol. Et je me dis, finalement, en fait, je me dis que les gens ne voient pas ce qu'on voit nous, tu vois. Et pour le coup, j'ai eu plusieurs discussions avec des gens de divers horizons, tu vois, qui disent « Alors, Abou et tout, vraiment, vraiment, il est bon et tout. » Et je dis franchement, attention. C'est-à-dire que ce que vous voyez, vous, et ce qu'il produit réellement, déjà, il s'entraîne beaucoup, il s'entraîne sérieusement. Et il est bien meilleur que ce que vous pensez. Attention. Et au final, quand j'invite des amis, des combattants pros qui ont commencé depuis petit et que je vois que sur le tatami, ils font des sparring et qu'Abou n'est pas ridicule, je dis pas qu'Abou n'est bas. Ça serait de la magie. Mais quand je vois qu'Abou n'est pas ridicule, qu'il arrive à faire des choses que ces mêmes mecs n'ont peut-être même pas rencontré jusqu'à l'heure d'aujourd'hui en combat. J'ai la scène là en tête, un pote qui vient, donc c'est un combattant, qui se fait amener au sol par Abou. Et à la pause, il dit putain mais tu sais que même en combat, les mecs ils ont du mal à me ramener au sol. Alors je m'appelle Lucie Berthaud, j'ai été combattante à haut niveau, d'abord championne d'Europe de boxe, vice-championne du monde de MMA amateur et derrière combattante du Bellator. Et parallèlement, je suis aussi journaliste sportif, je commente énormément d'événements, notamment sur la chaîne RMC Sport. Alors on dit souvent que les combattants sont dans la cage comme ils sont dans la vie. Et c'est vrai, ce qui ressort de sa personnalité dans la cage, c'est ce côté très travailleur, très acharné. Il a un tempérament jusqu'au boutiste, il ne s'arrête pas tant que c'est pas fini. Et on sent qu'il a deux, trois démons à l'intérieur à exorciser. C'est quelqu'un qui a besoin de prouver, qui a besoin de reconnaissance et qui a sans arrêt besoin de se réinventer, de réapprendre. Il est comme ça, Abou. C'est un slasher en fait. Il a besoin de mener plusieurs projets de front, se prouver qu'il est capable de le faire. Et puis voilà, c'est surtout un acharné du travail. Je ne pensais pas qu'il allait vraiment être... Tu vois, parce que la rigueur, en fait, le problème de la rigueur dans l'entraînement et dans la diète, c'est de tenir. C'est pas de le faire 2-3 semaines, un mois, c'est de tenir sur la durée, tu vois. Et je me rappelle, on se voit sur les champs, on est parti faire du shopping, je crois. Il ouvre son coffre, il sort un... En plus, c'était avec Dadju. Il sort du riz avec du poulet blanc, du blanc de poulet. Qu'est-ce qu'il me fait? Je l'avais en manger un grec, tu vois. Et il était à fond dans son truc. Non, le diète, il m'a dit de faire ça. Et franchement, je pensais pas qu'il allait tenir autant. Et quand tu vois la shape qu'il a aujourd'hui, Abou, il a des abdos. Tu vois, Abou, il a des abdos. Et ça, c'est une dinguerie. Je me serais jamais dit qu'il allait avoir des abdos. Tu vois. Courage, il faut respecter ça. C'est le principal, on voit que ça continue en termes d'intensité de l'autre côté de la cage cette fois-ci. Il est beau ce coup de genou. Le coup de genou qui sonne, Ludovic Fidel. Attention, il va son planifié. Lui aussi, il va tenter quelque chose. La saisie est bonne d'abord. Oui, ça a l'air intéressant. Très bonne saisie d'Abou Jamara. Il a mal. Même si le striking parfois peut partir dans le brouillon, il y a quand même de bons réflexes. Oui, on voit qu'il gagne des points, attention. Sur les coups au niveau de la tête, mais aussi au niveau du corps. On voit tout le public est debout avec son téléphone pour voir ça et pour l'encourager. Et le flash scintille. Rappelez-vous que c'est une star du rap qui est en train d'avoir des crochets dans cette cage. Des crochets qui partent de très loin, avec une grosse amplitude. Passe au-dessus. Il va falloir qu'il se canalise un petit peu à un moment. C'est bien, repartir sur des low kicks, c'est important. Il a utilisé son adversaire et puis
Moi, c'est Paul Denat. Je suis combattant professionnel de MMA. Je suis en 3-0. Ouais, je me souviens que j'avais vu le combat et qu'il se débrouillait vraiment bien pour un premier combat amateur. C'était très impressionnant. Il se sentait vraiment à l'aise. Donc, en plus, gagner par finish, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et quand il y a un finish, c'est qu'il y a un gros écart technique ou même physique. Donc, Abou, on a remarqué que c'était donné à un prépa et ça a payé. C'était un honneur qu'ils mettent en avant la carte, c'était cool. Et après, moi, je ne te cache pas, quand je fais mes combats, je suis vraiment concentré que sur moi et mon adversaire. C'est trop cool s'il y a d'autres combattants qui vont apporter une hype sur la carte, parce que ça apporte plus de visibilité et d'engouement. Mais en plus, ce jour-là, il avait fait un beau combat et c'est ses débuts en amateur, c'était cool. Et là, on est au bloc verrouillé et c'est pas le même ruisseau. Il a marché sur son pied. Voilà. Allez, c'est parfait. On va se mettre à plusieurs, les gars. Voilà, bien joué. Les caractéristiques d'Abou dans la cage, il y en a plein. Hein. Déjà, je trouve qu'il est opportuniste. Perfectionniste. Insouciant. Il est hargneux. Déterminé. Persévérance. Agressif aussi. Il lâche pas. Son agressivité. Détermination. Surprenant. Parce que vraiment, la guillotine debout, j'étais là, moi, dans les tribunes. Il a mis la guillotine debout. Il m'a fait choquer ce jour-là. Abou, on arrive dans ce qu'on appelle la Fight Week, donc la semaine du combat. Et je le sens chelou, en fait. Le lendemain, donc je le réveille, je vais dans sa chambre. Chauffage à fond dans la chambre. Mais chauffage, genre, au moment où il ouvre la porte, tu sais, sauna, genre. Je regarde, je lui dis, mais t'es un malade. Il fait trop chaud dans ta chambre, là. Et il était habillé. Je suis comme ça, je dis, ça va? Il me dit, non, mais tu me connais, moi j'aime bien quand il fait chaud et tout. On descend, on devait prendre un Uber pour aller faire des cours, je crois. On monte dans le Uber. Doudoune. Limite écharpe, bonnet et tout. Et je vois que c'est son front, et il est assis derrière moi, et je le regarde comme ça. Je dis, gros, t'es chelou. Et il transpirait du front comme ça. Il me dit, non, ça va, je crois. J'ai un peu chaud, je crois, c'est tout. Et là, je me dis, Abou, t'es malade. Il me dit, non, mais je crois que ça va et tout. Et il commence à essayer de m'entourlouper comme ça. On n'a pas fini à SOS médecin, le jour du combat. SOS médecin, angine virale, angine blanche de dingue et tout. Je suis dans les couloirs de SOS médecin avec Taylor. Et je regarde Taylor, je lui dis, Taylor, il est hors de question qu'Abou il combatte. Tout ce que je t'ai raconté sur la pression, tu me rajoutes cet élément-là. Mais non, mais c'est pas possible. Je les rejoins, je vois Abou, il est pas bien. Je lui dis ça va, il me dit oui ça va, t'inquiète, mais je vois bien que non, je suis pas débile. Donc je me dis il faut qu'on annule. Et lui il me dit non, c'est-à-dire on va chez... Attends, c'est une histoire de fou, hein. On va chez le médecin et tout, c'est-à-dire que c'est pas juste il se sent pas très bien, on lui colle un Doliprane. Hein. Non, c'est un peu plus profond que ça. On va chez le médecin, donc le doc le voit, il lui donne des médicaments. Et moi je me dis mais qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, stop en fait, il faut qu'on arrête. Et il sort de la consultation. Bon les gars, on va à la pharmacie, on prend mes médicaments et tout. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non mais ça va, elle m'a dit que j'avais une... On rentre avec Taylor et on va voir la médecin, enfin le docteur, on lui dit, qu'est-ce qu'il a? Ah là, ça va pas du tout, il a une grosse angine et tout. Non mais il a un combat ce soir. Ah bah pas du tout, il va rien combattre du tout, il va prendre ses antibiotiques, il va aller au lit. Et on a eu une discussion autour de ça où je lui ai dit, écoute, moi je la sens pas. Je la sens pas, je veux pas que tu combattes. Mon deuxième combat pro, j'ai 42 fièvres. C'est irresponsable de ma part. Mehdi et Taylor me disent de ne pas y aller. Mais j'y vais. Parce que je me dis, si j'annule, les gens vont croire que je suis une baltringue, que j'ai eu peur. Il me dit, écoute, t'as vu, c'est mon combat. Alors, j'ai plus vraiment les détails, mais limite, c'est... En fait, que tu sois là ou pas là, je veux combattre. J'en ai besoin.
Cette phrase-là, elle m'a marqué, tu vois. J'en ai besoin. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais t'es tenu fou, quoi. Le combat, il était difficile. Premier coup qu'il me met, j'étais pas confiant. Donc, je dois avancer. Je recule parce que je me dis, bon, laisse-moi jauger. Il me touche au menton. Première reprise. Pendant 45 secondes, je suis sonné. Au final, je finis par gagner. Au bout de 3 minutes, il m'a fallu que ça pour retrouver mes esprits et le soumettre avec une soumission qu'on a rarement vue. Mais écoute, il va quand même au combat. Et en fait, c'est fou, il gagne et avec la manière, quoi, tu vois. Et je me dis, mais là, le mec que j'ai vu quand je suis arrivé, qui était comme ça et tout, en train de me dire, ouais, ça va, mais en vrai, tu vois qu'il va pas. Et le gars que j'ai dans la cage derrière, c'est pas du tout la même chose. Limite, c'est la magie qui est opérée. À un moment, il est arrivé, il a mis off sur son cerveau. Il n'y a plus de je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai des courbatures, j'ai de la fièvre. Non, j'ai quelque chose à faire, j'ai un gars à battre, je dois y aller. Et moi, en tant qu'athlète, forcément, ces valeurs-là, elles me parlent. Parce que c'est des choses que je vois au quotidien. Et pour le coup, je vois des athlètes professionnels avec bien plus d'expérience se laisser perturber mentalement par moins que ça, tu vois. Alors, je m'appelle Rizlan Zouak, je suis combattante professionnelle en MMA, ancienne athlète internationale de judo, et je suis chez Mloc. Franchement, moi, il m'a impressionnée, et surtout la guillotine, c'était vraiment impressionnant, et surtout qu'il a fait taire beaucoup de bouches, on va dire. Moi, je ne suis pas étonnée, parce que je sais comment il travaille, comment il veut progresser, comment il est passionné par ce sport. Sors. Allez, lève et voilà, il est là-bas. Oui, vas-y. Mehdi, c'est mon ami d'enfance. C'est mon coach. C'est celui qui a accepté. Celui qui m'a validé. Parce que il a été critiqué. Les gens lui ont dit, mais pourquoi tu prends un artiste et tu nous le ramènes dans notre milieu? Parce que c'est un milieu qui respecte ses pairs. Ça veut dire que pour t'accepter, faut que tu aies des validations. Mais moi, j'ai eu la validation de Mehdi et Taylor, qui sont des combattants très respectés dans ce milieu. C'est incroyable, c'est une chance de ouf d'avoir des mentors comme ça. Moi, quand j'ai commencé, j'étais à Rennes, il n'y avait pas trop de mecs du MMA, j'étais un peu solo, tu vois, tu essaies de te débrouiller avec ce qu'on te donne. Et après, j'ai réussi à rencontrer Johnny, qui est mon coach aujourd'hui et qui est mon coach formateur, donc j'ai beaucoup de chance. Mais d'avoir Mehdi et Taylor Lapillus, qui sont des combattants exceptionnels à tes côtés à tes tout débuts, tu gagnes des années d'expérience, donc c'est incroyable pour lui. Taylor Lapillus, il était à l'UFC et à l'heure actuelle, il est au PFL. Je pense qu'il va décrocher la ceinture et c'est eux mes mentors. Mehdi Ben Lagdar, il a combattu à Cage Warrior, qui est une organisation la plus dure, celle où il y a le plus de talent. On a des grands champions qui sont sortis du Cage Warrior. Et en plus de ça, avec Mehdi, on a eu le projet d'ouvrir une salle de sport. Unlock, c'est notre bébé. On est fiers de ce projet. Tous les jours, quand on voit des gens qui parcourent Paris pour venir s'entraîner chez nous, on est basé dans le 17e, rue de Tocqueville. On a des gens de tout genre. Ils ont sorti une très belle salle dans le 17e, une des plus belles salles de Paris, en tout cas en sport de combat. Tu sais, souvent on parle de legacy, d'héritage, etc. Et en fait, il y a ce que tu vas faire effectivement dans ta carrière qui crée cette histoire, qui crée cet héritage-là, le fameux legacy dont tout le monde parle. Mais pour moi, le vrai legacy, le vrai héritage, c'est ce que tu fais au quotidien dans ta salle. Quand tu ouvres une salle, que tu apprends aux jeunes le MMA et que quelque part, tu es en train de mettre une pierre, tu sais, dans cette histoire qu'est le MMA en France, j'ai envie de dire, le vrai héritage, c'est celui-ci, tu vois. Abou n'avait peut-être pas besoin de ça, mais
c'est important de se positionner en fait. C'est important d'investir sur soi, c'est important d'investir sur le long terme. Donc là, il a investi non seulement dans la structure, mais aussi dans les futures générations. De par leur parcours respectif, Abou et Mehdi peuvent montrer une certaine voie et peuvent permettre à ces jeunes de gagner du temps. Parce que souvent, c'est comme ça, on se met dans le sport de combat, on ne sait pas trop par où aller. Eux, ils peuvent être, entre guillemets, des mentors. Donc il y a une double mission en fait. C'est un, le positionnement stratégique d'un point de vue business, et deux, le positionnement, le fait de former les futures élites. Et je pense qu'ils ont clairement tout ce qu'il faut pour. Franchement, je pense au niveau de l'esthétisme, du matériel et tout. Même sans parler de ça, l'ambiance qu'il y a dans la salle, c'est vraiment famille, tu vois. On se prend pas la tête. Mehdi avec les combattants, il fait un travail de fou. Et ça se voit, il les suit vraiment. Pas que sur l'entraînement, pas que sur le combat. Il fait un boulot 360, tu vois. Et franchement, je lui dis à vous, ta salle, elle est complète. C'est une top salle parce qu'il y a tout. Tu as une cage, tu as un ring, tu as de quoi tout faire. Tu peux faire du cardio, tu peux faire de la muscu. C'est une salle qui, pour moi, parle à tout le monde. Aussi bien les compétiteurs qu'un mec qui veut juste garder la forme, faire du sport de combat, que tu as vu des mecs qui veulent juste perdre du poids ou les femmes qui veulent s'entretenir. C'est une salle qui correspond pour moi à tout le monde. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Et même pour les personnes qui ne veulent pas faire du haut niveau, je trouve ça beau. En fait, ça donne envie, les gens qui font pas des combats, qui voient ces petits jeunes monter. Et puis même, pour ça, c'est une motivation. On a décidé d'ouvrir Unlock autour d'un repas après un entraînement. Si on a réussi avec moi, donc en parlant d'Abou, en vrai, on peut le décupler à l'infini. On peut le faire sur tout le monde. Si lui, il a réussi à faire ça, donc c'est une énorme perte de poids, un rythme de vie où on n'articule plus la vie autour des entraînements, mais les entraînements autour de la vie. Je mets mes entraînements et après, je vois ce que je fais de ma journée, etc. Il a toujours fait du sport. Il n'a jamais été athlète. Aujourd'hui, il est athlète. Il s'est entouré de plein d'athlètes. Plein d'athlètes se sont entourés de lui. Enfin, voilà, il y a une espèce d'écosystème qui se crée. Et tu découvres un milieu, mais sous un autre angle, tu vois. Je pense qu'il a l'œil pour détecter ces trucs-là, tu vois. Les trucs qui marchent. Plus petit, je ne me serais jamais imaginé quitter Paris. Paris, pour moi, c'était un parc d'attractions géant. J'avais des potes dans tous les quartiers, tous les arrondissements. Et on marchait toute la nuit jusqu'au champ, Châtelet. C'était génial, Paris, pour moi. Donc, je ne me serais jamais vu plus jeune partir. Mais la vie, c'est pas que la jeunesse. Et il y a un moment où on a peut-être besoin d'autre chose pour sa paix. Sa paix, sa sérénité et sa tranquillité. Passes all natty like Florida Gator, let's go. You switch on the guys and supported a hater, let's go. What's the get back for niggas? It's TBD. I look at this shit like a BTC. Could be down this week, then I'm up next week. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. Asking me how did it feel? Can't say it didn't surprise me. Last time I looked to my right, you niggas was standing beside me. How can some people I love hang around pussies who try me? Quand j'ai appris que ma mère, elle était malade, faut comprendre que moi, avant, j'avais pas une vie forcément saine. Je sortais énormément et je buvais énormément. Je buvais beaucoup d'alcool, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, je suis dans les extrêmes. Quand je commence quelque chose, je ne sais pas m'arrêter. Donc, au final, c'était nocif pour moi. Et quand j'ai appris que ma mère, elle était malade, quelque part, je savais qu'un jour, j'allais devoir prendre une décision. Ce qui est arrivé par la suite. Et quand tu es alcoolisé, tu prends pas forcément les bonnes décisions, tu vois. Ce qui veut dire que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Et quand mon grand cousin il me l'a appris en début d'année 2023, j'ai immédiatement réfléchi à ça. Je me suis dit non, là, il va falloir que je stoppe l'alcool.
mais pour quelqu'un qui buvait presque tous les jours. Hein. Du coup, je me suis mis dans un truc en commençant le MMA où j'allais arrêter l'alcool. Et dès le moment où je me suis challengé pour aller combattre, je savais que j'allais devoir honorer mon engagement, tu vois. Et ça, je ne l'ai pas dit. Je l'ai juste fait. C'est pas oui, je vais boire une fois par semaine ou quand je sors à l'occasion ou au restaurant. Non, j'ai définitivement arrêté. Du coup, quand ma mère elle est tombée malade, tu sais, je vais pas te mentir, ça a été un choc dans le sens où c'est difficile. Et quand on m'a posé la question, est-ce que tu veux placer ta mère dans le coma? J'ai immédiatement repensé à ce jour où j'ai dit, Abou, il faut que tu arrêtes de boire parce qu'un jour, tu devras prendre une décision, tu vois. Tu sais pourquoi tu le fais, tiens bon. Ne retombe pas dans tes travers, accroche-toi. 1 entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements, des fois 4 entraînements par jour. Tu sais pourquoi tu le fais. Et ce truc-là, il était dans ma tête, tu vois. Maintenant que tout ça s'est passé et qu'au final, j'ai pris la bonne décision, j'aurais pu me dire au final, arrête, tu vois. T'en as plus besoin. Non, déjà parce que j'y ai pris goût. Être combattant, c'est ma vie. J'organise ma vie tout autour de ça, tu vois. Là, j'ai mon compte d'entraînement, j'ai des coachs ici, je fais venir Mehdi de France. Je base ma vie autour de ça. Et tout le reste vient après, ma vie professionnelle. Tout le reste vient après. Donc j'aurais pu me dire arrête. Non, au contraire. Je ne sais pas maintenant que je vais arrêter. Je suis quelqu'un de reconnaissant. Reconnaissant envers mon Tout-Puissant, reconnaissant même envers la vie, tu vois. Donc non, c'est encore plus motivant de me dire j'ai fait le bon choix. T'arrêtes pas maintenant. Non, non, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. J'ai rencontré une personne il y a plusieurs mois. Et honnêtement, je ne pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais ça a été le coup de foudre. Je ne connaissais pas ça, moi, avant. J'ai déjà été en relation, mais ça n'a jamais été comme... C'est bizarre, mais ça n'a jamais été comme j'imaginais l'amour, parce qu'en vérité, j'imaginais pas l'amour. Pour moi, je ne serais jamais tombé amoureux, réellement. Là, ça m'est tombé dessus. C'est une personne incroyable et j'espère réellement finir mes jours avec elle. Voilà, je passe du français à l'anglais. Mais on est loin de la vie parisienne en tout cas. J'aurais jamais imaginé ça. C'est les 5. Sarah, c'est 5. C'est 5. Ouais. Ben, je peux les mettre encore derrière ça. Oui, mais de base, c'est là-bas qu'ils étaient, non? C'est comme ça que je m'apprête à frapper quelqu'un en organisant. Il faut que chaque personne que j'aime ait la vue sur ce que je vais lui faire. Tu sais, c'est très sérieux. L'histoire de LinkedIn, elle n'est pas passée. Mais du coup, ça commence à quelle heure? Moi, c'est ça que je veux savoir. Franchement, j'en sais rien. Normalement, c'est prévu pour 19h. Il est déjà 19h dans 5 minutes. Ça n'a pas commencé. Les gens ne sont même pas rentrés. Ils ont du retard.
Roland Garros? La peinture, hein. La peinture, T'inquiète pas. et la peinture est prête. Et à part du peintre, là. Ça y est, mon bien là, ça commence à. Ça donne envie de se battre. Moi j'ai envie de faire une crise cardiaque. Je suis obligé de m'en aller par là. Tu vois ce que je veux dire? Quand il va chier tout. Ce soir, il va bien se comprendre. Je m'appelle Go les gars, on y va, go, go, go. C'est à qui, ça? Respect à vous, qui a rien lâché. Respect à vous qui a rien lâché. Shit. I didn't want to lose and he didn't want to. Ça fait partie de l'histoire. Parfois, ça, rien, tout le monde perd, tout le monde fait perd. partie de Ça se meilleur passe pas temps. toujours bien. Parfois, on est heureux. On Et après, apprend. on fait les remontadas.
Ah, par contre, quand je vais lui dire, viens, on va recombattre dans 4 mois, il va me mettre une patate. Mais dis, c'est bon. Allez, mon frère. On y va, on se lève, allez, tout le monde nous attend dehors. Mon frère, je veux que tu viennes avec moi, j'ai besoin de toi. Viens, allez, lève-toi. Lève-toi. Allez, mon frère. On est des vaillants, frère. Voilà. Vous y baissez par l'entraînement vestiaire, il vous Raconter des draps, et bon voilà, ça bouge même pas. Ça dépasse le budget. Voilà, ça bouge vraiment pas. Raconter des draps, travail, ça va toujours. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il a été meilleur. C'est comme ça, hein. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Mais c'est comme ça. Toute ma vie, ça a été comme ça. Toute ma vie. C'est les montagnes russes. Ah, mais c'est comme ça, faut l'accepter, c'est rien. C'est du sport. Il n'y a pas le choix que d'avancer, même quand devant toi, il y a des embûches. Hein. J'ai le seum, mais j'ai le seum parce qu'il a été plus technique, il a été meilleur. Ça fout la haine, mais bon. Perdre, c'est rien. Frère, les premiers singles que je sortais dans la musique, frère, il n'y avait aucun résultat. Ça me faisait mal, mais j'ai cru en moi. Là, c'est mon 4e combat pro. Ma première défaite, c'est la vie. Vraiment, limite, c'est mes proches qui sont plus déçus que moi-même. Mais bon, on va avancer. Il y a ceux qui diront, de toute façon, il n'est pas fait pour ça. Et il y a ceux qui comprendront que dans mon challenge personnel, bien, en vérité, gagner ou perdre, pour moi, c'est rien. C'est rien. Parce que même dans la défaite, tu peux apprendre quelque chose. Et ça peut être une source de motivation. Moi, comme je le dis depuis le début, je suis pas le meilleur dans n'importe quel domaine. Je suis quelqu'un qui trouve des solutions. Mais pour trouver des solutions, il faut être confronté aux problèmes. Hein. Et ce soir, j'en ai rencontré un. C'est qui ça? Ah, Mehdi. Allô? Ouais, vraiment, ça va? Ouais, ça va, mon frère, et toi? Ouais, ça va. Ça va, remis des émotions? Non, là, j'arrive pas à y croire, mon frère. Là, je suis trop... Non. Ouais, je trop... Putain. Ça arrive, mon frère, qu'est-ce que tu veux faire? Tu le sais, au fond, quand dès l'instant... Non, t'es fou, on accepte la vérité, non? Voilà, il a été meilleur ce soir. Tout ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'on avait prévu, mais quand il l'a fait, il m'a surpassé. Ça arrive aussi, il faut l'accepter. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'accepte, tu vois. C'est ce que je me dis, mon frère. Mais on a fait le taf, une fois de plus. C'est la 5e fois qu'on rentre dans un octogone et qu'on va et qu'on se bat. C'est comme ça. Oui, est-ce j'aurais pu moins me jeter? Bien sûr que oui. Oui, est-ce que l'arbitre, il aurait dû arrêter avant? Il aurait pu. Est-ce qu'à ce moment-là, il était vraiment censé arrêter? Non, mais au final, c'est moi qui étais dans une sale position. Donc, mon langage corporel, il a fait qu'il a arrêté. Et puis, c'est comme ça, il a été meilleur. Faut même pas chercher midi 14. Faut accepter, c'est tout. En fait, quand tu acceptes, tu veux faire quoi? T'as accepté, non? C'est comme ça, Mehdi. En tout cas, merci. Et on fait ça. Hein. De toute façon, on se voit. Demain, je vais me reposer. On se voit dans la semaine, lundi et mardi.
Si on m'avait dit qu'à 36 ans je serais multimillionnaire, chef d'entreprise, je t'aurais dit t'as fumé de l'herbe à 20 ans. Ma seule entreprise c'est mon terrain. Celui où les que veulent nous tacler chaque lendemain. Esprit noir qui m'attendait à chaque sortie de placard. La section qui me disait à bout t'as un talent à part. Je croyais en rien, que en ce que j'avais entre les mains. La blanche, la verte, j'ai coloré mon chemin. Les garbes, les tas de pas, les caches, bras, les caches plats. Quand tu crois t'envoler, tu te craches et le cache part. Peut-être que le bonheur est caché quelque part. Avec mes potes d'enfance on s'est tapé quelques barres. Je pensais que la tôle c'était une valeur ajoutée. Mon voisin d'immeuble devient le voisin de la cellule d'à côté. Quand j'étais petit je voyais des grands redoutés.